Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors je vais vous présenter une lecture en cours que j'avais en cours lors du précédent vlog, mais que du coup j'ai pas terminé, et du coup ma deuxième lecture en cours, parce que je ne sais pas, depuis 2 ans j'ai toujours 2 lectures en cours. Donc le premier c'est The Phoenix King de Aparna Verma. Je vous en ai parlé lors du dernier vlog, je ne sais pas si j'en reparle là. Peut-être que oui, parce que peut-être que vous n'avez pas vu le précédent vlog. Donc c'est la fantasy inspirée de la mythologie indienne, et on va suivre du coup Elena. Enfin, alors, il y a le royaume de Ravens, qui est un royaume avec un roi et une princesse, donc la princesse Elena. Et vous avez un royaume à côté qui est Jantar, qui, voilà, ils sont voilà, cordialement en paix pour le moment. Et dans cette mythologie, vous avez un dieu, enfin une sorte de dieu considéré comme une religion, donc le phénix, qui est une déesse et qui, depuis un moment, a donné des pouvoirs à la famille royale, et donc le père peut manipuler le feu, mais Elena n'y arrive pas, alors qu'elle est censée être la seule héritière et qu'elle va bientôt être couronnée, parce que le roi se fait vieux, et, mais sauf qu'elle ne peut pas manipuler le feu, et c'est un peu la condition de la famille royale, donc elle le cache à tout le monde, il n'y a que le roi et les proches qui le savent. Et en parallèle, vous avez une proposition de mariage qui va être faite à Elena pour une question politique, voilà, etc., que le roi va accepter, sous condition. Alors il y a beaucoup de secrets entre le roi et le futur mari, entre Elena et du coup l'assassin qui va être engagé du coup par le futur roi, enfin qui est ami du futur roi et qui était à la base ancien assassin avec le futur roi, enfin le futur époux plutôt, et ces deux-là ne sont plus assassins, ils ont fui la guilde des assassins, et lui devient du coup un garde du corps, enfin un proche, enfin le plus proche d'Elena au niveau de la garde royale. Et vous avez Ferma, qui elle est la lance, je crois, d'Elena, donc le roi aussi a une lance. Donc c'est une personne en fait qui est là pour la protection de la personne qui lui est attribuée, donc roi ou princesse. Et elle a déjà servi en tant que lance la mère d'Elena qui est décédée, qui s'est jetée dans le feu à un moment donné. Et on ne sait pas pourquoi, forcément on va découvrir des secrets, pourquoi elle s'est jetée dans le feu, etc. Pourquoi Elena n'arrive pas à manipuler le feu, et son père en fait ne veut pas lui montrer comment, parce qu'en fait ça s'apprend. Mais il ne veut pas lui montrer comment il a réussi à manipuler le feu, et il y a forcément des conditions qu'elle n'a pas réunies. Et du coup elle va faire ses recherches toute seule dans la bibliothèque royale, elle va un peu y aller en secret sans que son père le sache, même si je pense qu'il va l'apprendre. Et voilà. Donc j'en suis à là. Donc assez loin, je dirais. Est-ce que oui, j'ai dépassé la moitié. Moi, j'ai dépassé la moitié. J'aime beaucoup. Déjà la mythologie. C'est vrai qu'en fait, c'est une religion basée sur donc avec des prêtresses et des prêtres. Donc vous avez des temples, etc. pour le phénix. Et vous avez aussi d'autres religions, mais voilà, pour ce royaume-là, c'est le phénix. Et la manipulation du feu, sauf que à chaque génération, il y a un prophète qui est désigné par le phénix, normalement, donc il y en a eu 6 au total, sauf que le dernier prophète, en fait, a brûlé et a anéanti tout... Enfin, je veux dire tout le continent presque, et du coup elle a réduit en poussière des armées entières, etc. Enfin, ils disent qu'elle a été atteinte de folie, et du coup là il y a forcément dans la nouvelle génération il est censé y avoir une nouvelle ou un nouveau prophète, homme ou femme on ne sait pas,
Et il y a une prédiction comme quoi la haute prêtresse désigne en fait une femme, dit qu'il y a une femme en tant que prêtresse qui arrive, qui n'a pas encore découvert ses pouvoirs, mais voilà, qui va le faire. Et voilà, donc le roi va la faire rechercher partout. Et voilà, je ne vous en dis pas plus parce qu'honnêtement, il y a énormément d'intrigues politiques, même d'intrigues, j'ai envie de dire, économiques. Et vous avez aussi beaucoup de secrets. Elena a des secrets pour son père a des secrets pour elle, parce que du coup on a un chapitre sur Elena, un chapitre, enfin avec le point de vue d'Elena, un chapitre avec le point de vue de Yassen, donc le garde du corps anciennement assassin, et le point de vue du roi, donc Léo. Pour l'instant je crois qu'il n'y a que trois points de vue, et je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue du roi, parce que on n'a pas que les deux points de vue, on va dire, principaux. Même si le roi a un grand rôle à jouer, hein, c'est aussi un personnage principal, mais il est très... il y a beaucoup de secrets qu'on découvre par lui, mais que du point de vue d'Elena ou de Yassen, on ne saurait pas en fait, et il fait des choses horribles, et des choses... mais il se dit c'est pour la bonne cause, etc. Bref. Et j'aime beaucoup, c'est hyper addictif. Alors au début j'ai eu du mal, parce qu'en fait, je vous montre, mais c'est écrit tout petit, et c'est vrai que... alors, le vocabulaire n'est pas excessivement compliqué, mais c'est vrai que vu que ces derniers temps je lisais pas mal en français, et que ça fait très longtemps que je ne suis pas rentrée dans une fantasy adulte, parce que j'ai lu aussi beaucoup de fantasy young adult, mais en anglais, enfin en anglais mais young adult, j'ai eu un peu de mal au début, donc les 50 premières pages j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, mais dès le début j'ai accroché avec les personnages qui sont très humains, très complexes aussi, parce qu'ils ont, voilà, il y a leur devoir, l'amour de leurs proches, ils sont tiraillés, voilà, par rapport à ce qui est bien et à ce qui est bien pour le futur ou pour eux. Donc voilà, c'est un peu tiraillé dans tous les sens. Donc ils prennent des décisions qui ne sont pas forcément bonnes pour eux, mais bonnes pour le peuple, et inversement. Voilà. Donc c'est un peu tiraillé dans tous les sens. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'il en est, parce que là on a un tournant en fait où on a beaucoup de révélations. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, en sachant que j'ai vu que le tome 2 allait bientôt sortir. Je vous en reparle quand j'ai fini. Et j'ai commencé Defiant, donc le tome 4 de la saga Skyward, donc de Brandon Sanderson. J'avais beaucoup aimé, je crois que j'avais même mis 5 étoiles pour le premier tome. Le deuxième tome, j'avais beaucoup aimé aussi, je crois que j'avais mis 4 étoiles. Pour l'instant, mon préféré, c'est le tome 1. Le tome 3, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à penser comme ça, mais on a beaucoup moins aimé, et on a trouvé qu'il y avait des longueurs. Je dis on de manière générale, parce que c'est un peu la vie générale, j'ai l'impression, mais des longueurs, et surtout que Spensa était hyper agaçante, et on ne retrouvait pas en fait le personnage qu'on a connu dans le premier tome, très altruiste, très humaine, très curieuse, etc. Là, on trouve qu'elle a changé. Alors je vais commencer par dire je, hein, parce que là maintenant je parle de mon avis personnel, mais voilà, j'en suis là. Et j'ai eu du mal à me remettre dedans, parce que j'avais très peu de souvenirs du tome 3 que j'ai lu il y a très longtemps. Et en fait, les deux premiers tomes, je les avais lus en français. Et je suis passée, du coup, j'avais vu ces versions, du coup, j'ai commencé à les acheter en VO, et j'ai revendu mes VF chez le livre de poche, et j'ai lu le tome 3 en VO. Et en fait, j'avais très peu de souvenirs du tome 3, parce que comme je pense que je ne l'ai pas trop apprécié, j'ai un peu occulté. Donc j'ai eu du mal aussi à me mettre dedans. Là ça va, c'est assez revenu, mais je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Alors je ne sais pas si c'est moi, ou si c'est parce que peut-être que la saga traîne en longueur. Peut-être que 3 tomes ça aurait suffi, parce que vraiment dans le tome 3 il ne se passe pas grand chose de significatif, en tout cas pour moi. Et puis voilà, j'ai pas retrouvé la Spensa que j'aimais beaucoup dans le premier tome. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, parce que je peux rien vous dire, parce que c'est un tome 4. J'ai juste hâte de finir. En plus, il n'est pas très long, hein. Ça m'étonne d'ailleurs. Il fait à peine un peu plus de 400 pages, 414 pages. Donc, en plus, je trouve que c'est écrit extrêmement gros par rapport à l'autre. Donc voilà, je pense que je vais le finir assez rapidement. Je vous en parle aussi quand j'ai fini, et je pense que pour ce vlog, je prendrai peut-être un 3e roman, histoire que vous ayez un peu plus de lecture. Et voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Normalement, si je dis pas de bêtises, normalement ce week-end, je vais faire mes retouches de tatouage. Du dernier tatouage que j'ai fait, c'était quand? C'était au mois de juillet? Août? Je sais plus, bref. Non, c'était peut-être juin. Et donc je vais juste faire des retouches, et puis après je vais manger avec ma soeur quelque part. Donc on a envie de japonais. On va voir si on reste dessus ou pas. Et puis moi je vous reprends plus tard pour un prochain update.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour la suite du vlog. Je sais plus de quelle lecture je vous parlais la dernière fois. Du coup, j'ai terminé Defiant de Brandon Sanderson, qui est le 4e tome de la saga Skyward. J'ai mis que 3 étoiles. Je crois que je vous avais dit la dernière fois, j'avais beaucoup aimé le 1er tome, le 2e aussi. Très déçue du 3e tome et en fait j'allais un peu à reculons avec celui-là et j'ai pas retrouvé en fait ce que j'avais beaucoup aimé dans les 2 premiers tomes. Donc déjà Spencer, le personnage, que j'avais beaucoup aimé au niveau de sa personnalité, son côté altruiste. Là c'est plus le côté il faut que je batte le méchant, il faut que je fasse mes preuves, etc. Enfin, en gros, que je montre que je peux le faire et ça m'a un peu dérangé par rapport à son état d'esprit. Et j'ai trouvé qu'on voyait beaucoup moins les autres personnages et puis elle est très isolée des autres dans ce tome-là. Donc il y a plus ce côté un peu camaraderie, fin de famille, que j'avais beaucoup aimé dans les premiers tomes. Et la fin est alors précipitée. Alors, je vais pas dire qu'elle est bâclée, mais c'est très précipité. En quelques pages, c'est terminé, quoi. Alors que pendant peut-être pas dans le 1er tome, mais en tout cas dans les tomes 2 et 3, on se dit bah ça va finir par une grande bataille, par une confrontation qui va durer plusieurs chapitres. Bah c'est pas le cas du tout, donc voilà, j'ai été déçue à ce niveau-là et ça restera quand même une bonne saga de fantasy. Alors young adult, mais très poussée je trouve, parce que il y a pas mal d'explications qui peuvent être compliquées, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, etc. Donc, ouais, plus dans la tranche haute, on va dire, du young adult. Mais voilà, je suis plutôt déçue des 2 derniers tomes. Et bien qu'il y ait des personnages hyper attachants, voilà, et des concepts intéressants et originaux, mais voilà, j'ai pas trop accroché avec ce 4e tome. Ensuite, j'ai fini The Phoenix King de Aparna Verma, donc le 1er tome d'une trilogie. Le tome 2 sort en novembre, je crois. J'ai adoré. Voilà, j'ai mis 4 étoiles. Je crois que... Oui, j'ai mis 4 étoiles ou 4,5, je sais plus. Je crois que je vous avais donné le pitch de base. Et voilà, j'ai adoré. Il y a un plot twist qui arrive, je sais plus, à 75%. Quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là, je crois que j'ai envoyé un message à Rémi, parce que c'est Rémi qui me l'avait offert. Et ouais, je m'y attendais pas. Mais justement, je trouve que ça ajoute du coup quelque chose de supplémentaire et ça relance en fait la machine du coup, au niveau de l'intrigue, du coup, c'était très chouette. Au niveau de l'intrigue, on est très porté sur la politique et l'économie. Forcément avec le royaume voisin, ça j'ai beaucoup aimé, vous savez que j'adore ça en fantasy. Et les personnages sont hyper charismatiques, très réalistes je trouve. Et puis vous avez cette mythologie autour du phénix, donc c'est une sorte de religion. Voilà, le phénix est un dieu, une déesse plutôt, et qui donne des pouvoirs. Et puis vous avez cette histoire de prophète, une sorte d'élu. Et en fait, dans la prophétie, cet élu va engendrer la destruction. Donc voilà, beaucoup de personnes en ont peur, mais ceux qui prêchent, on va dire, le phénix, le voient comme le sauveur, en fait. Et au début, en fait, on ne sait pas du tout qui c'est. Il y a des gens qui essayent de manipuler et de noyer le poisson, entre guillemets, pour pas qu'on le trouve, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était une très bonne lecture. J'espère pouvoir me procurer le tome 2 en novembre. J'essaye de faire baisser ma palle un maximum. Et voilà, j'espère le lire très bientôt, parce que là, au niveau de la fin, c'est vrai que... excusez-moi, parce que je crois que je tombe malade. Au niveau de la fin, c'est vrai que ça donne forcément très envie de lire la suite. Et puis, nos personnages sont un peu dans une situation compliquée à la fin du roman. Mais voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Alors ensuite celui-ci, j'ai pas eu le temps de vous en parler parce que je l'ai lu assez vite et que voilà, ça se lit très vite et en pas beaucoup de temps. Du coup, c'est La librairie de Bloomsbury de Nathalie Jenner, chez Hauteville. Donc je l'ai lu. J'avais lu le 1er tome. En fait, c'est une sorte de saga en fait, mais chaque tome suit des personnages différents, et en fait là on suit un des personnages qu'on voyait dans le tome 1, et je crois que dans le tome 3 on suit un des personnages du tome 1, donc du coup pas du tout ces personnages là, mais à chaque fois ça parle de féminisme, d'émancipation, etc. Et dans celui-ci en fait on est en 1950, donc dans l'après-guerre, donc
à la librairie Bloomsbury. Et vous avez 3 femmes qui travaillent en tant qu'employées, et en fait, bah, forcément, c'est encore une époque voilà, où les règles étaient dictées par les hommes, et donc il y a beaucoup de règles, voilà, forcément, et de choses faites par les hommes et pour les hommes, et du coup, là, les femmes ne peuvent pas avoir de responsabilité, etc. Enfin voilà, vous connaissez le speech de base. Et en fait, ces 3 femmes vont se battre pour cette librairie qui tombe un peu, je ne vais pas dire en ruine, mais qui rencontre moins de succès, et elles vont essayer de s'émanciper, et dans leur travail, et dans leur vie personnelle, notamment par exemple Grace qui a 2 enfants et un mari qui, enfin son mari est odieux avec elle, voilà. Et voilà, elle n'est pas heureuse dans son couple, et elle est toujours rabaissée par rapport à son mari. Vous avez Vivienne qui est très extravertie, très ouverte, etc., qui a de l'ambition, mais du coup, forcément, est restreinte. Enfin, elle est retenue par les dictats, forcément, du patriarcat. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées dans ce roman. En plus, voilà, vous avez une petite romance, vous avez des moments d'humour. Voilà, c'est assez léger, mais voilà, ça se lit vite. Mais il y a quand même des beaux messages dedans, et moi j'ai beaucoup aimé. Donc je lirai le tome 3 avec plaisir, qui est sorti en VO, mais qui n'est pas sorti en français. Enfin, en tout cas, il n'a pas été traduit, donc on va voir quand est-ce qu'il va sortir. Ensuite, j'ai 2 lectures en cours. Ça fait beaucoup, mais ouais, je sais pas, en ce moment je carbure. Donc je suis en train de lire The Ballad of Songbirds and Snakes de Susan Collins, donc c'est le préquel, donc, où on suit du coup Jon Snow quand il avait 18 ans. Je crois, et qu'il devient mentor en fait de Lucy Greybeard, qui est comment on appelle ça, qui est une candidate, pas une candidate, mais je sais plus le nom là, parce que je le lis en anglais, du coup en français je sais plus, du district 12, du coup qui va participer aux Hunger Games. Et en fait, ce que j'aime bien, parce que du coup je lis en lecture commune avec Marine, mais on en est qu'à 30%, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est là qu'on voit les nouveautés, en fait, par rapport à ce que ça fait 10 ans qu'apparemment les Hunger Games durent, mais c'est la première fois qu'il y a un mentor, en fait, pour les candidats qui participent au jeu, et c'est la première fois qu'on va aussi mettre en place, par exemple, les jeux pas les jeux, mais les concepts d'aide, vous savez, où ils envoient de la nourriture, ou des objets, etc. aux candidats, il y a des parachutes, et en fait, voilà, des sortes de sponsors, voilà. J'avais du mal à trouver. Et c'est la première fois que le concept va être réfléchi et mis en place, etc. Et donc voilà, il y a beaucoup de nouveautés dans ces Hunger Games-là, forcément. Et donc on suit Snow, donc on connaît déjà dans la trilogie, mais là qui est très jeune, et en fait qui vient normalement d'une famille aisée, mais qui là en fait sont un peu en galère. Donc il vit avec sa grand-mère et son cousin, je crois, et en fait ils essayent de faire bonne figure, tout simplement. Et lui, en fait, son ambition, c'est vraiment voilà, de monter les échelons et de sortir de sa situation. Et il va rencontrer une Lucie très... alors, je trouve ça étrange, alors il y a peut-être une explication après, mais qu'elle est très enthousiaste et très, très avenante, alors que elle sait qu'elle va dans une compétition où elle va mourir. Enfin, là, je comprends pas trop sa personnalité, peut-être que ça va s'expliquer après. Mais voilà, on en est à là, donc elle a été appelée, là il la prépare, etc. Et puis il y a eu des événements qui se sont passés quand même, qui font qu'il voilà, il commence à se rapprocher, etc. Que Jon Snow commence à voir des choses. Mais voilà, j'ai hâte de lire davantage, même si là, pour l'instant, les personnages, je suis pas vraiment attachée, enfin, je ne suis même pas du tout attachée aux personnages. J'ai un peu du mal avec leur personnalité. Après, Jon Snow, peut-être parce que je sais comment il sera plus tard. Mais même Lucy, j'ai du mal à m'attacher au personnage, donc bon, je verrai par la suite. Et du coup, le deuxième roman que je suis en train de lire, c'est Cruel is the Light. Alors, j'en suis pas loin, j'en suis à là. J'ai lu 3 chapitres. Alors il est sorti, je crois, chez De Saxus, sous le titre Une lumière sans pitié, je crois, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il n'a pas tardé, parce que celui-là, il est sorti que l'année dernière, ou au début de cette année, je sais plus. Et donc là, on va suivre. Donc en fait, c'est une guerre entre démons et l'humanité.
Et donc on suit Célène, qui est une exorciste entraînée à l'Académie du Vatican, et Jules Lacroix, qui est un soldat d'infanterie. Et donc leurs chemins vont se croiser, et voilà, j'imagine qu'il va y avoir une histoire entre eux. Mais ils vont commencer à questionner, à s'interroger sur plein de choses. Et voilà, il y a leurs sentiments qui vont évoluer, mais il y a aussi leur sens du devoir, etc. Et donc là, en fait, on est dans un monde donc, voilà, où il y a des exorcistes et des démons. Et en fait, vous avez genre 6 catégories de démons. Et en gros, vous avez 3 catégories d'exorcistes. Et la plus grande catégorie, enfin la plus haute catégorie d'exorcistes peut battre les catégories de démons 5 et 6. Et les autres, non. Donc 5 et 6, c'est les plus dangereux, les plus forts. Parce que, par exemple, les premiers, c'est des ghouls. Enfin, non, je crois que c'est la deuxième catégorie, c'est des ghouls. Donc voilà, assez faibles démons, entre guillemets. Mais vous avez, par exemple, la catégorie 5, je crois, où eux, ils peuvent prendre possession des corps et ils ont accès à la magie élémentaire ou des trucs comme ça. Voilà, et bon, j'ai lu que 3 chapitres, je peux pas vous en dire grand-chose. Mais du coup, on a eu déjà un chapitre de chaque point de vue. Et donc, en plus, ça part fort, parce que dans le premier, bon, vous avez l'épilogue, et puis vous avez la premier chapitre sur Célène, où elle est déjà en plein combat et elle va exorciser un démon. Et c'est déjà très sanglant. Et puis vous avez Jules Lacroix, du coup, qui est dans ce chapitre-là, en tout cas celui où j'ai lu, dans les tranchées, parce qu'ils sont en guerre. Et c'est l'un des seuls survivants de sa brigade, lui et sa commandante. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment, parce que j'ai pas lu grand-chose. Ah oui, et pour l'exorcisme, en fait, elle doit se couper, elle doit utiliser son sang, donc elle a beaucoup de cicatrices. Et lui, c'est pareil, en fait, bon, lui, c'est pas pareil, mais en fait, il se coupe, il se marque à chaque fois qu'il tue un démon. Je crois que c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Enfin bref, donc... et d'ailleurs, au début du livre, ce qui est bien, c'est que l'autrice, c'est une autrice, oui, Sophie Clark, il y a une note de l'auteur où elle dit, donc on parle, voilà, de... scarification, machin et tout, donc si vous n'êtes pas à l'aise et machin, n'hésitez pas à mettre le livre de côté, etc. et le lire quand vous serez prêt, parce qu'on parle de scarification et de sang, donc voilà, de sang versé pour telle ou telle raison. Donc voilà, j'ai hâte, en tout cas, moi j'avais flashé sur la couverture, ça fait très animation japonaise. Alors voilà, j'ai vraiment hâte, parce que c'est vrai qu'un roman sur le Vatican, l'exorcisme et les démons, bah, on n'en voit pas trop, donc ça peut être hyper intéressant. Et du coup, je voulais aussi vous parler de mes emprunts médiathèque, parce que là, je crois que ma palle est tombée à 17 livres au total. Et en fait, bah, je crois que je vous l'avais dit, mais depuis le mois de mars, je suis en no-buy partiel. Donc en fait, je m'autorise que 3 achats par mois depuis le mois de mars. Enfin, depuis fin mars, du coup, depuis le mois d'avril. Et j'ai réussi à tenir, sauf un mois où j'en ai pris 4, je crois, mais bon, voilà. Et puis il y a un mois aussi, j'ai eu un SP et un autre où j'ai eu un cadeau, donc moi je les compte pas trop. Mais du coup, je me suis dit, comme là je suis arrivée à 17, on va dire que si je suis dans un tel mood, j'ai pas trop le choix en fait en termes de lecture. Donc là, le week-end dernier, on est parti à la médiathèque renouveler la carte de ma fille, parce qu'elle elle emprunte des livres tout le temps en fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais m'en faire une, voilà, en sachant que pour elle c'est gratuit, que pour moi c'est 20 € pour l'année, donc voilà, c'est pas excessif. Et donc je me suis dit, plutôt que d'acheter, parce que c'est vrai que le problème d'acheter, c'est qu'en fait vous êtes, bon après c'est toujours le cas, hein, c'est un peu le hasard, vous n'êtes pas sûr d'aimer le livre, et moi j'en ai beaucoup. Et moi j'en ai beaucoup où j'ai lu et j'ai pas trop aimé, ou alors c'était sans plus, et du coup je l'ai revendu. Mais forcément, quand vous achetez un livre, vous le revendez pas au même prix, et puis moi j'en mets pas certains aussi en boîte à livres. Donc voilà, je me dis, ça peut me permettre d'économiser, et après si j'aime beaucoup les livres que j'emprunte, bah, là je les achète. Donc là j'en ai pris que 3, parce que je me suis dit, bon, j'ai encore 17 livres dans ma palle quand même, mais ceux-là je vais les lire tout de suite, parce que bah, vous avez qu'un certain nombre de jours hein, d'emprunt. Donc le premier que j'ai pris, c'est Vigilance de Robert Jackson Bennett, donc chez Le Bélial, dans la collection Une heure lumière. J'ai jamais lu dans cette collection de Une heure lumière les petites, je vais pas dire des nouvelles, mais les courts romans. Oh, c'est quoi que, ouais, 150 pages. Donc celui-ci, c'est donc Robert Jackson Bennett. J'ai adoré la trilogie des Maîtres enlumineurs et la trilogie des Cités divines. Donc je me suis dit que j'allais aussi découvrir celui-ci. D'ailleurs, il en a sorti un autre chez Une heure lumière il y a pas longtemps. Enfin, la maison d'édition a publié. Et là, je crois qu'on s'attarde sur l'Amérique, et du coup sur pas les attentats,
si, est-ce qu'on peut dire ça? Vous savez, les tireurs dans les écoles, etc. Donc ça tourne apparemment autour de cette thématique, donc assez engagé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, 150 pages, je pense qu'en une journée c'est lu. Je me suis pris aussi Saga et Sable d'Os, donc c'est chez Inis Éditions, et c'est la suite, non, c'est plutôt là, un préquel de Legends Alates, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais lu en VO par contre, donc là les termes sont peut-être un peu différents, parce que là c'est en français. J'avais beaucoup aimé le premier tome, et d'ailleurs le tome 3 va sortir, et j'ai toujours pas lu le tome 2, donc je me suis dit que j'allais le lire. Donc c'est la cozy fantasy avec une orque et une... Bah, c'est une orque en fait, parce que on parle d'autres créatures dans le tome 1, mais bon là je suis pas sûre qu'on suive les mêmes personnages, mais en tout cas on suit Vive qui est une orque, qui est mercenaire, et en fait dans Legends Alates, en fait elle va arrêter sa carrière de mercenaire parce qu'elle en a marre, et elle va ouvrir un coffee shop, faire découvrir le café dans une ville qui ne connaît pas le café, voilà. Et puis forcément elle va rencontrer des personnages, fin de famille, tout ça, tout ça. Et puis je me suis pris Projet Dernière Chance d'Andy Weir, chez Brajlon, donc là je l'avais vu sur une vidéo YouTube de Salade de livres, je crois que c'est ça son pseudo, qui avait eu un coup de cœur dessus. Je crois que ça fait partie de ses meilleures lectures, ou sa meilleure lecture en fait pour le moment de 2025. Et Andy Weir, alors de base je voulais lire Seul sur Mars, je crois que c'est lui qui l'a écrit, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, comme j'ai vu qu'elle avait eu un coup de cœur dessus, et donc là en fait on suit... J'aime bien parce qu'ils mettent que ça sera adapté à l'écran avec Ryan Gosling, mais ça on s'en fiche. Donc Ryland Grace est le seul survivant d'une expédition spatiale. S'il échoue, c'est l'humanité et la Terre tout entière qui sont en péril. Mais pour l'instant, il ignore tout de cela, il ne se souvient même pas de son nom et encore moins des objectifs de sa mission. Il sait seulement qu'il est resté en sommeil très longtemps. Il vient de se réveiller pour découvrir qu'il se trouve à des millions de kilomètres de chez lui, avec 2 cadavres pour toute compagnie. Blablabla. Bla bla bla. Bref. Alors c'est vrai que moi j'ai un problème, c'est parce que moi je suis un peu claustro, etc. Donc voilà, qu'il soit isolé dans un vaisseau, sans compagnie, à des milliers de kilomètres de chez lui, qu'il a même pas de souvenir de son nom, ça, je pense que ça peut être oppressant, mais je pense que la fin peut être surprenante, en tout cas vu la thématique. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le découvrir, mais à mon avis ces trois-là vont partir très vite, donc d'ici, parce que là on est fin septembre, je pense que d'ici début octobre ils seront lus. Et voilà, je pense que j'ai déjà trop parlé pour cette partie-là, donc je reviens vers vous quand j'ai fini ces deux-là, et je clôturerai le vlog à ce moment-là. Et voilà, je pense que j'ai déjà bien trop parlé pour ce clip-là.
Hello, du coup je reprends pour la fin du vlog pour vous donner mon avis final sur les 2 lectures qu'il me restait à vous présenter je crois. Ça fait au moins 10 jours, voilà, ça fait 3 jours que j'ai fini mes romans et ouais, j'ai pas eu la force et en plus, je pense que vous voyez, j'ai ressorti le peignoir et tout, parce que je suis tombée malade donc voilà, c'est avec ce changement de temps, on sait jamais comment s'habiller et puis un jour, à un moment il fait froid, à un moment il fait beau, il fait 20 degrés, puis après il fait 12 degrés donc voilà. Donc je vais pas tergiverser, je vais vous présenter mes 2 lectures, donc je vous avais présenté, je crois, The Ballad of Songbirds and Snakes de Suzanne Collins, donc c'est le préquel, donc on suit la jeunesse de Snow dans The Hunger Games, et je l'ai abandonné à 61%. C'était une lecture commune avec Marine, parce qu'on s'est fait les 3 premiers tomes en lecture commune. Alors elle avait déjà lu les 2 premiers, je crois, mais moi j'avais jamais lu la trilogie, j'avais vu que les films. Et bon, on lit 5 chapitres par 5 chapitres, puis voilà, au bout du 15e chapitre, on se dit bon, enfin, j'arrive pas du tout à m'accrocher au personnage, surtout Snow. Alors après, je me dis, c'est ce que je me dis aussi, c'est est-ce que c'est parce que je sais ce qui va devenir que du coup, j'arrive pas à m'attacher à ce personnage? Mais même du coup, Lucie, j'ai eu du mal avec sa personnalité. Et j'ai poussé jusqu'à 61% et j'ai dit à Marine, moi je vais abandonner parce que alors j'ai énormément de mal à abandonner, je dois abandonner que 2 ou 3 livres par an, mais j'essaie de me forcer, alors pas me forcer à abandonner, mais j'essaie de me dire c'est pas grave, parce que d'habitude par exemple si j'abandonne, enfin j'ai du mal à abandonner et je lis quand même en diagonale jusqu'à la fin. Mais là je me dis j'ai beaucoup trop de livres à lire dans ma vie, et déjà j'aurais pas assez le temps, donc je vais pas non plus m'attarder, et puis j'ai quand même lu 61%, ce qui est beaucoup, voilà, j'ai pas abandonné au bout de 30 pages. Mais voilà, j'ai aucune empathie pour les personnages, je trouve que c'est assez lent, il se passe pas énormément de choses. Et voilà, donc moi j'ai juste hâte de lire Sunrise on the Weeping, où j'ai vu beaucoup de coups de cœur et j'ai vu beaucoup de personnes pleurer aussi. Mais voilà, pour l'instant moi j'aime beaucoup la trilogie principale, mais celui-ci ça l'a pas du tout fait. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup j'avais pris la belle édition pour aller avec les 3 autres. Celui de Sunrise on the Weeping n'est pas encore sorti dans cette édition, donc je pense que, voilà, je dirais en e-book, etc., avant de me le procurer parce que je veux que ça matche. Mais voilà, je suis un peu déçue pour celui-là. Alors j'avoue que je m'attendais pas non plus à grand-chose, parce que j'ai vu que c'était pour beaucoup le moins bon, enfin pas le préféré en tout cas, mais je pensais pas abandonner honnêtement, je pensais que ce serait plus intéressant. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 10e Hunger Games, c'est que c'est la première fois qu'on va découvrir du coup que la mise en place d'un mentor va être effective en fait, parce que ça n'existait pas avant. Pareil pour le concept de sponsor, où vous envoyez la nourriture, des habits, etc. pour vos candidats. Ça va être la première fois aussi que l'idée va émerger. Il y a beaucoup de choses comme ça, de nouvelles choses qui arrivent, mais au-delà de ça, je trouve que voilà, il se passe pas énormément de choses, et puis les personnages, voilà, aucune empathie pour eux, quoi. Ensuite, j'ai lu et terminé Cruel is the Light de Sophie Clark, donc qui est sorti depuis un moment peut-être cette année chez De Saxus, donc c'est Une lumière sans pitié. Et quoique la traduction était rapide, parce que celui-là, je crois qu'il est sorti que l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises. Attendez. Même pas, non, il est sorti en 2025, en tout cas dans cette édition-là. Donc ouais, je pensais pas. Donc moi je trouve très beau le livre. Donc déjà vous avez la carte du Vatican en fait, avec les lieux. Et ça, moi je trouve ça beau pour des éditions qui ne sont pas des éditions spéciales. Et puis voilà. Donc ensuite on suit Célène, donc, qui est une exorciste, qui est la nièce du grand... Alors parce qu'en fait, au Vatican vous avez je sais plus comment il s'appelle. Le grand Alexandre... que c'est 2 ou 3, je ne sais plus. Exorcist Primus, donc le tout-puissant, on va dire. Donc lui, c'est Alexandre II. Et puis, vous avez 2 entités qui, juste en dessous de lui, vous avez l'Imperium Bellum, donc The Lord of War, et vous avez, qui est donc du coup l'oncle de Célène, et l'Imperium Politicos, donc qui s'occupe de tout ce qui est politique, et l'autre c'est tout ce qui est armée, etc. Et vous avez les exorcistes qui sont catégorisés en 3 classes, donc la première classe en gros, c'est la plus grande classe. Ils peuvent tuer toutes les catégories de démons, parce que pareil, les démons sont catégorisés en 3, 5, 6 catégories. Donc en gros, par exemple, je sais pas moi, la 3e classe ne peut vaincre que des démons de catégorie 1 et 2, et après les autres un peu plus, etc. Et donc elle va faire partie du coup de ceux qui peuvent combattre jusqu'à la classe 5, et pas la classe 6. Donc en fait, on ouvre sur
des chapitres en fait où on alterne entre Jules, donc qui est un soldat d'infanterie, qui combat les démons mais via en fait ses propres moyens entre guillemets, donc c'est un soldat classique, et qui se marque la peau à chaque fois qu'il tue un démon. Donc il a plein de cicatrices. Et elle, en fait, pour utiliser les pouvoirs des exorcistes, elle se coupe et elle invoque en fait par son sang. Donc pareil, elle a beaucoup de cicatrices. Et au bout d'un moment, forcément, ils vont se rencontrer. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté un peu exorciste avec cette formation que vous avez à l'Académie du Vatican. Alors là, on n'a pas trop l'Académie parce qu'ils sont tous déjà exorcistes, les personnages qu'on rencontre. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que déjà des exorcistes en fantasy, j'en vois pas trop. En plus, où ça implique le Vatican, et on parle aussi du coup de religion forcément, et du dieu, donc là forcément c'est un autre dieu, mais voilà, c'est un peu assimilé on va dire au dieu qu'on connaît nous, qui a été crucifié, et voilà, et donc tout ça va se mélanger, et il va y avoir une sorte de complot, un grand secret qui va être mise à jour au fur et à mesure, et des recherches qui vont être faites donc à la librairie, etc., pour découvrir les origines en fait de toute cette histoire, parce que les personnages sentent qu'il y a un truc qui va pas et qu'on leur a caché des choses. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, ce qui m'avait attiré de base quand je l'avais vu passer en VO, en plus je l'avais précommandé, c'était la couverture, parce que je trouve qu'elle fait très animation japonaise, et aussi bah, du coup le fait d'impliquer des exorcistes du Vatican, c'était hyper original. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles. Alors moi la romance, ça m'a pas du tout touché ni plus impliqué que ça, mais c'est vrai que tout à côté, même on suit aussi des démons, et je trouve que en fait plus la classe de démons est élevée, plus ils ont des pouvoirs, et en fait par exemple les classes les moins élevées n'ont pas de pouvoir, et les plus élevés en fait peuvent prendre possession des corps, ils ont des pouvoirs élémentaires, etc. Et on n'est pas dans leur tête, mais on va rencontrer plusieurs. Et je trouve ça hyper original, en fait, je trouve que tout ça, et surtout, voilà, vous avez un secret qui va être révélé, et un complot, et ça, c'est... alors ça, j'avoue que je m'y attendais peut-être un petit peu, mais peut-être pas de la part des personnages concernés. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, la fin me paraît un peu bizarre, parce que je ne sais pas sur quoi on va passer sur le tome 2, parce que on va dire qu'une bonne partie de l'intrigue est résolue dans le tome 1, et du coup, je ne vois pas trop où est-ce que ça va aller dans le tome 2, donc sûrement sur quelque chose de plus poussé encore, mais voilà, j'avoue, je ne sais pas du tout. C'est vraiment pas dans la continuité, je trouve, du tome 1. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, 4 étoiles. Je sais pas, alors là, du coup, on est au mois d'octobre, on est début octobre, et j'ai prévu pas mal de lectures automnales, voilà, parce que c'est le mood du moment. J'ai décoré ma maison, je pense que vous allez le voir dans certains clips que vous allez voir avant, enfin que vous avez vu avant plutôt, et j'ai fait aussi mon bureau, parce que je ne l'ai jamais décoré, et ça fait 1 an et demi que je l'ai, et même pour les saisons précédentes, donc d'automne et d'hiver, Noël, ce sont mes 2 saisons préférées, donc je ne décore qu'à ce moment-là, je ne mets pas des décos de printemps ou quoi. Et voilà, c'est la première fois que je décore, et je suis plutôt contente du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc voilà, je vais vous laisser là, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, et aussi si vous avez des lectures à recommander pour cet automne, que ce soit witchy, automnal, ou même pas du tout d'ailleurs, mais des recommandations qui vous font penser à l'automne, ou qui sont plutôt dans le mood qu'on peut dire en fait en automne. Voilà, si ça peut être cosy, ça peut être de l'horreur, etc. N'hésitez pas à me faire des recommandations. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.